Au lever du jour, lorsque la brume s'accroche encore aux forêts profondes et que les rivières serpentent dans le silence, un monde ancien s'éveille. Bien avant les royaumes, bien avant les frontières, vivaient là des peuples que les chroniques nommeraient plus tard les Slaves. Ils n'avaient pas d'empire, pas de marbre, pas de ville aux murailles imposantes. Leur richesse était ailleurs, dans la terre noire qu'ils cultivaient, dans les forêts qui les protégeaient, dans les eaux qui les nourrissaient. Leur monde était fait de clairières, de villages discrets, de maisons de bois et de toits de chaume, presque avalés par la nature. Au haut Moyen-Âge, alors que l'Europe romaine se fissurait et que les anciennes routes se perdaient sous les herbes, les Slaves avancèrent lentement. Non pas comme une armée en marche, mais comme un peuple en mouvement. Des familles entières, des chariots, du bétail, des enfants nés sur les chemins. Ils suivaient les fleuves, traversaient les marais, s'installaient là où la terre était généreuse. Leur vie était simple, mais rude. On cultivait le millet, l'orge, le seigle. On pêchait dans les rivières calmes, on chassait dans les forêts épaisses. Les outils étaient modestes, souvent façonnés à la main. Chaque saison dictait son rythme, chaque hiver rappelait la fragilité de l'existence. Mais les Slaves n'étaient pas seulement des paysans. Ils étaient aussi des hommes et des femmes de croyances anciennes. La nature n'était pas un décor, elle était vivante, habitée. Les arbres, les sources, le feu et le tonnerre avaient une âme. Autour des flammes sacrées, on offrait du pain, du miel, parfois du sang animal, aux forces invisibles qui régissaient le monde. Dans l'ombre des bois, des statues de bois veillaient. Des dieux sans temple, mais proches, des dieux que l'on craignait autant qu'on respectait. Pourtant, ce monde paisible n'était pas isolé. Au sud brillait encore la puissance byzantine. À l'est et dans les steppes régnaient les cavaliers nomades. Et bientôt, les Slaves furent entraînés dans les grands bouleversements de leur temps. Ils furent d'abord dominés, soumis, utilisés comme tribus ou comme alliés. Mais peu à peu, quelque chose changea. Dans les assemblées tribales, autour des feux nocturnes, les chefs parlèrent de liberté, d'unité, de résistance. Les guerriers slaves n'étaient pas des soldats professionnels. Leurs armes étaient simples, lances, boucliers de bois, parfois une épée héritée ou échangée. Mais ils connaissaient leurs terres. Les marais, les forêts, les rivières devinrent leurs alliés. Ils frappaient vite, disparaissaient, puis revenaient. De ces temps troublés émergea une figure singulière. Un homme capable de rassembler, de convaincre, de fédérer des tribus jusque-là dispersées. Sous son autorité, les Slaves osèrent affronter leur ancien maître, les Avares, et contre toute attente, ils l'emportèrent. Cet homme, c'était Samo. Cette victoire ne donna pas naissance à un empire éternel, mais elle marqua quelque chose de plus profond, la preuve que les Slaves pouvaient décider par eux-mêmes de leur destin. Après cela, ils s'installèrent durablement, à l'ouest, à l'est, au sud. Chaque groupe suivit sa propre voie, développa ses coutumes, sa langue, ses traditions. Les villages grandirent, les champs s'étendirent, les routes revinrent peu à peu. Le monde slave entra alors dans l'histoire écrite, parfois comme envahisseur, parfois comme allié, souvent comme incompris. Mais derrière les chroniques étrangères et les jugements lointains, il y avait surtout un peuple enraciné, résilient, profondément lié à la terre. Un peuple né des forêts et des fleuves, un peuple du silence et du feu, un peuple dont l'héritage, encore aujourd'hui, murmure dans les paysages d'Europe de l'Est.